Bon, donc maintenant, on considère la thermochimie, qui est un sujet beaucoup plus facile que ce qu'on vient de faire. Quand j'étais au premier cycle, dans mon premier cours de thermo, on a déjà vu ça dans un cours en école secondaire, ensuite en première année. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu. Quand même, on va le discuter aujourd'hui. Donc, je vous dis directement, aujourd'hui, dans ce leçon, on ne considère pas les gaz parfaits. Donc, si ce ne sont pas des gaz parfaits, ce sont des vrais systèmes pour lesquels on peut mesurer des changements d'énergie à une pression constante. Donc, en particulier, on veut mesurer l'énergie évolue en forme de chaleur. Encore une fois, la chaleur n'est pas un montant d'énergie, c'est un processus par lequel l'énergie est échangée. Donc, nous sommes en chimie. Donc, dans le labo, on a les conditions de pression constante. Donc, on dira à pression constante. Et on sait que pour n'importe quel système, et si on ne le sait pas, je vous le dis directement, pour n'importe quel système, la chaleur à pression constante donc ça c'est un chemin bien défini. La chaleur évolue à une pression constante est l'enthalpie. Donc, QP, la chaleur évolue à une pression constante, c'est delta H. N'importe quel système. OK. Je vous rappelle, la chaleur évolue à volume constant, c'est le changement en énergie interne. À cause que nous sommes en chimie, les conditions de labo, la plupart du temps, sont pression constante. Bon, donc on va regarder plusieurs changements d'enthalpie en particulier. À cause qu'on n'a pas vu les énergies libres et l'entropie, on ne discutera pas ça aujourd'hui. On les verra à la fin de la quatrième chapitre, qui sera beaucoup plus court parce que c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit seulement les changements d'enthalpie standard. Et pour ça, il faut faire quelques définitions. Donc, on va écrire ça delta H avec un petit cercle pour dénoter que c'est un changement d'enthalpie standard. Donc, c'est le changement d'enthalpie pour un processus. On va simplement écrire delta H pour un processus dans lequel
les substances finales et initiales sont dans leur état standard. Donc là, il faut définir c'est quoi l'état standard. Donc pour la plupart des substances, l'état standard, c'est son état à une température définie, en forme pure, à une pression de 1 bar. Donc on va écrire ça. L'état standard d'une substance à une température précise est son état pur, sa forme pure, disons, à P est égal à 1 bar. Bon, donc c'est quoi la température? D'habitude, on utilise ce qu'on appelle SATP, qui correspond à 298 Kelvin puis 1 bar. Donc ça, c'est une température définie, et bien entendu, 1 bar. C'est un acronyme en anglais, c'est pas vraiment pertinent ce que ça veut dire. Il y a aussi STP, que je vais écrire en parenthèse qu'on n'utilise plus. Donc, oubliez ça. Donc, regardons quelques exemples. Éthanol à 298 Kelvin et 1 bar est liquide. Donc, l'état standard d'éthanol à 298 Kelvin et 1 bar est sa forme liquide. L'état standard de fer solide fer pur en forme solide. Bon, donc avec une définition d'état standard, on peut définir l'enthalpie standard pour une réaction ou un processus physique. Donc en premier, on va regarder les processus physiques. OK. Un changement en enthalpie, bien entendu. Pour une réaction chimique, ou processus physique, changement physique, je veux dire.
est la différence des enthalpies des réactifs et produits bien entendu à température définie. Donc, en premier, on va regarder des processus physiques. Des processus physiques que vous avez déjà vus. Donc, par exemple, okay, on va écrire changement physique. On va donner un exemple. Ensuite, on va donner des noms. On a de la glace qui fond. L'enthalpie qui accompagne ce processus, c'est l'enthalpie de fusion. Et c'est à 273 Kelvin. Bon, donc il y a des choses à dire. Le signe positif, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que la réaction va dans cette direction comme c'est écrit, il faut que l'énergie en forme de chaleur est ajoutée au système. Donc, on avait un mot pour ça, c'est endothermique. Et l'interprétation, il faut ajouter de l'énergie et là, je vais écrire ça en guillemets parce que vous allez voir. Il faut ajouter de l'énergie au système pour briser les liens. Ce ne sont pas des liens chimiques, ce sont des ponts, des attractions entre des molécules d'eau en état solide pour que ça puisse transférer en état liquide. OK, on peut faire un petit dessin. Ça, c'est un dessin, ce n'est pas la réalité. On a un réseau de molécules qui sont tout proches. Ça, c'est un sketch, ce n'est pas la réalité. Pour vous donner l'idée. Pour que ça puisse devenir ça, et là, la distance entre les molécules est plus longue, il faut ajouter de l'énergie en forme de chaleur. Donc, pour transformer H2O solide en H2O liquide, il faut donner de l'énergie. Bon, donc ça c'est fusion. Il y a des autres processus qui sont pertinents. On a H2O liquide qui devient H2O gazeux. Et ça, c'est le processus de vaporisation. Est-ce qu'on a une valeur pour celle-là? À la même température, on n'a pas. Bon. Ensuite, on peut avoir H2O solide qui devient directement gazeux.
D'habitude, on appelle ça la sublimation. Et ce mot est imprécis parce que le processus inverse, c'est aussi la sublimation. Whatever, on s'habitue. Bon, donc, on sait que l'enthalpie est une fonction d'état. Donc, disons qu'on veut aller directement. Donc, si on va directement de solide à gaz, on a delta sublimation H. Si on fait le processus en deux étapes, avec une fusion, puis avec une vaporisation, donc, la somme de ces deux processus-là a pour effet que H2O solide devient H2O gazeux. H2O liquide est intermédiaire, donc on peut dire que en somme, on a H2O solide qui devient H2O gazeux. Et c'est quoi le changement en enthalpie avec ça? C'est delta fuse plus delta vap. Ici, on a le même processus avec delta H sub. Donc, je vous dis que, à cause que enthalpie est une fonction d'état, delta sub H est delta fuse plus delta vap. OK. Il faut que 1, 2 et 3 sont tous à la même température. Sinon, il n'y a pas d'égalité. OK. On a déjà discuté delta vap H dans le premier chapitre un peu. Pourquoi? C'était une indication de l'importance des interactions intermoléculaires. Pourquoi? Si c'est plus grand, et là c'est toujours endothermique, je vous dis, sinon on aura des liquides qui n'existeraient pas parce qu'ils voudraient toujours être des gaz. Si c'est grand, il faut donner plus d'énergie. Au liquide pour le transformer en gaz.
Et donc, si c'est le cas, on aura une température d'ébullition qui est plus élevée. Bon, donc on a vu ça, donc je voulais simplement le dire. Bon, donc si on a un processus physique, un changement physique, disons qu'on... Pardon. Bon, donc ce processus a un delta H de fusion associé avec à une température définie que vous allez trouver dans une table, quelque part dans le texte ou dans des données que je vous donne. On ne trouvera pas une enthalpie, mais une enthalpie molaire. Donc, énergie par mol. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne change pas. Pour un certain montant, si c'était simplement un montant d'énergie, ça sera lié directement au montant de substance. Mais les énergies par mol ne dépendent pas. On a vu ça. C'est une propriété intensive. Et que vous avez vu dans les exercices pour la dernière semaine, c'est la même chose pour CV et CV molaire, CP et CP molaire. Bon, donc, les changements qui sont plus intéressants pour nous sont les enthalpies de réaction, donc pour des réactions chimiques. Ici, on a des enthalpies de réaction standard.
Donc, par exemple, et comment est-ce qu'on définit une enthalpie de réaction standard? On utilise quelque chose qu'on appelle la loi de Hess. Donc, on va l'écrire et on sait ensuite, on va écrire une équation. L'enthalpie de réaction standard est la somme des enthalpies de formation des composantes. Donc, pour ça, il faut définir enthalpie de formation. On écrit comme ça. C'est delta H associé avec la formation d'une espèce chimique de ces composantes élémentaires dans leurs états standards à une température définie. OK, donc, comme exemple, si on veut l'enthalpie de formation de benzène, C6H6 liquide, on veut la réaction qui forme C6H6 liquide. Donc, l'enthalpie pour cette réaction, c'est ça. De ces composantes élémentaires, donc carbone, dans son état standard à la température définie, ce qui est solide en forme graphite, bien entendu 6 fois, plus H, c'est quoi l'état standard de H à, disons, 298? C'est H2 gazeux, et il faut 3 fois. Donc, l'enthalpie de formation de la benzène, c'est l'enthalpie associée avec ce processus-là. Donc, il y a un détail qu'il faut préciser. C'est quoi l'enthalpie de formation d'une espèce dans son état standard? OK, donc regardons, disons N2 gazeux. On veut la réaction qui... Donc, OK, on va oublier ça pour l'instant. Donc, N2 gazeux. L'état standard azote moléculaire à 298, c'est quoi? C'est azote gazeux.
Donc, c'est l'enthalpie associée avec cette réaction-là. Donc, c'est quoi l'enthalpie de cette réaction-là? C'est 0, parce que les réactifs et les produits sont les mêmes. H est une fonction d'état, donc il n'y a aucun changement d'état ici, donc il n'y a aucun changement d'enthalpie. Bon, donc, autrement dit, loi de S, pour une réaction, c'est la somme des produits moins la somme des réactifs donc ça c'est une espèce avec sa coefficient stoichiométrique. OK, là, on peut regarder un exemple. Parce que ce n'est pas compliqué, mais peut-être ça a l'air d'être compliqué. Donc, la réaction, regardons, de cette réaction-là. Et c'est quoi l'enthalpie de réaction ici? Donc, comment est-ce qu'on le calcule? Des enthalpies de formation de tous les espèces. Donc, c'est l'enthalpie de formation de peroxyde d'hydrogène liquide plus 4 fois l'enthalpie de formation d'azote gazeux moins, pourquoi? Parce que c'est un réactif, 2 fois l'enthalpie de formation HN3 liquide, moins 2 fois l'enthalpie de formation de NO gazeux. Bon, N2, ça c'est 0, on l'a déjà vu. Où est-ce qu'on trouve les autres valeurs? Dans un tableau, dans un livre ou dans des données que je vous donne. Donc, dans ce cas, je vous dis que c'est moins 187 kJ par mol. Moins. OK. Je n'ai pas mémorisé ces chiffres. Ne mémorisez pas ces chiffres. Ils seront vous donnés si vous aurez besoin. Et là, ce sont tous les types de questions qu'on pourra vous donner avec la thermochimie. Pas quelque chose de compliqué. Il y a des autres approches en termes des types de liens. On ne va pas discuter ça parce que c'est de l'approximation obsolescente. Donc, on oublie ça. OK, le dernier sujet dans ce chapitre pour la thermochimie, c'est la dépendance des réactions avec la température, des enthalpies de réaction
avec la température. Si on fait un dessin, et on a deux courbes, un courbe qui représente les réactifs, puis une deuxième courbe qui représente les produits, qui en principe ne sont pas parallèles. Donc à T1, cette différence-là, c'est à T1, puis à T2, on a ça. Donc, on sait que ça dépend directement de la température. Bon, donc, définition pour un changement en enthalpie, c'est autant de chaleur à pression constante. C'est quoi? C'est l'intégrale entre les deux points de Cp dt. D'habitude, Cp ne dépend pas de la température. Une des questions dans vos exercices cette semaine avait une Cp pour laquelle ce n'était pas le cas. Autrement écrit, on a H à T2 qui est H à T1 plus cette intégrale-là. Maintenant, l'enthalpie est une fonction d'état, donc valide pour toutes les espèces, les réactifs et les produits. Indépendamment. Donc, on peut raisonner que changement d'enthalpie de réaction, l'enthalpie de réaction à température 2, c'est la même chose que l'enthalpie de réaction à température 1, plus une intégrale ici de quelque chose qu'on précisera, qu'on appellera le changement de Cp de réaction. Donc, la différence des capacités calorifiques à pression constante, donc des Cp, voilà, des réactifs et des produits. Des produits et des réactifs, disons. Comment est-ce qu'on le calcule? Avec loi de S.
Donc, c'est quoi ça? C'est CPM pour espèce à t défini et un bar. Et encore une fois, c'est quoi ça? Le coefficient stoichiométrique. Donc, il y a un nom pour ça, c'est la loi de Kirchhoff. Et on fera un exemple. OK, donc on a l'enthalpie de formation de H2O gazeux. Donc ça, c'est donné. On vous demande estimer sa valeur, disons, étant donné CPM Bon, donc il y a deux étapes. En premier, il faut écrire la réaction pour la formation de H2O gazeux. C'est quoi? C'est H2O gazeux qui est formé de quoi? Hydrogène et oxygène dans ses états standards. Donc pour hydrogène, on a H2 gazeux. Puis pour O2, pour oxygène, on a O2 gazeux. Pour former un mode H2O gazeux, on prend la moitié d'une molécule d'oxygène. Est-ce que c'est la première fois que vous avez vu des fractions comme coefficient stoichiométrique? Peut-être. Pour des enthalpies, pour des énergies, ça fait du sens. Même si on n'a pas de moitié de molécule oxygène gazeux. Bon, donc, ça c'est la première étape. On sait ça à 298. Ensuite, on veut et on dit que c'est la même chose que bien entendu, par définition, c'est ça. On suppose que les CP molaires ne changent pas sur cette variation de température-là.
Pour des petits changements de température, c'est une bonne approximation. Donc, ça nous dira que donc, il faut calculer le changement de la capacité calorifique molaire avec la loi de Kirchhoff. Donc, c'est Cp molaire de H2O, gazeux, moins Cp molaire H2 gazeux, moins 1,5 Cp molaire oxygène gazeux. Okay. Si on met les chiffres, ça nous donne que le changement dans la capacité calorifique pour la réaction est négatif. OK, on est arrivé à un point où il faut que vous soyez patient. Ici, on a des kilojoules, puis ici, on a des joules. Vous allez les confondre, je suis certain. C'est quoi un kilojoule? C'est 1000 joules. Donc, quand on fait la multiplication 75 fois moins 9,91, il faut garder en compte que ça sera un montant en joules par mol, mais ici, on a un montant en kilojoules par mol. Donc, c'est quoi le bon résultat? C'est ce n'est pas la dernière fois où je vous dirai ça à cause que quand on regardera des entropies molaires, ils sont toujours en joules par mol Kelvin.